quittez pas une fonction ministérielle aussi passionnante que le ministère de la Défense parce que vous avez décidé d'avoir ce chemin politique si vous n'en avez pas vraiment envie. Il a commencé le quinquennat ministre de la Défense. Il le termine en voulant incarner une candidature centriste à la présidentielle, mais entre Sarkozy à sa droite et Bayrou, son ex-ami, désormais à sa gauche. Pas facile d'exister. Alors comment tient-il en étant aussi contesté, y compris dans son camp? Que dit-il de son parcours avec Bayrou, Sarkozy et Borloo? Et que pense-t-il du buzz qu'il a parfois provoqué à ses dépens? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, Hervé Morin, président du Nouveau Centre, qui nous a reçus dans son bureau. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui dans une situation assez inédite, parce que Déshabillons-les est une émission enregistrée, qu'aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Mais lorsque les téléspectateurs la verront, est-ce que vous le serez encore? C'est du moins ce qu'on a beaucoup entendu en préparant cette émission. Attention, quand vous la diffuserez, il ne sera peut-être plus candidat. Que répondez-vous? Écoutez, je vous invite à prendre votre calendrier, à tourner les pages et à écrire chaque jour d'une croix en disant « Tiens, on m'avait dit ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis candidat et j'ai bien l'intention de l'être. » D'accord. Même si, donc, quand les téléspectateurs verront cette émission, là, on la voit, ça y est, ils sont là, vous êtes toujours candidat. Écoutez, oui, je vous le dis. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi tous ces bruits qu'on a entendus justement en préparant l'émission, il ne le sera plus, il ne le restera plus? Mais parce que c'est, voilà, ça fait partie du buzz entretenu par certains qui aimeraient tellement que les choses s'arrêtent. Voilà. Certains, juste pour... Non, mais ça n'a pas d'importance, personne ne les connaît. D'accord, c'est pas les journalistes. Quand vous dites certains, parce qu'on pourrait... Non, mais ce sont ceux qui me veulent du bien. Le fait est, vous avez dit certains, effectivement, que votre candidature fait débat jusqu'au sein de votre propre parti, le Nouveau Centre, et puis aussi que la candidature, une candidature à la présidentielle, c'est une affaire de programme, mais c'est aussi beaucoup une affaire de désir. Hein. Est-ce qu'on veut vraiment être candidat? Quel est ce désir? Et alors, c'est pour ça que nous avons eu envie de revenir sur certains de vos arguments et puis de les décortiquer avec l'aide d'une psychanalyste qui va réagir à ce que vous dites, et puis évidemment, vous répondrez après, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas. On repart en 2010. En 2010, c'est intéressant parce que vous n'étiez pas encore candidat, mais vous saviez déjà que ce serait dur. On regarde. Oh, je sais bien que dès lors que nous nous engagerons pleinement, rien ne me sera épargné et rien ne vous sera épargné. Mais j'ai quelque chose de précieux qu'ils n'ont pas, et ce quelque chose, c'est vous. Vous, les militants du Nouveau Centre. Tous ceux qui seront là, cet hiver, pour m'accueillir dans leur fédération, quand les sondages seront mauvais, quand les plus fragiles d'entre nous auront cédé, oh, je peux déjà vous en faire la liste, quand les tensions se feront toujours plus fortes. Oui, tous ceux qui étaient là hier et qui seront encore là demain, je sais que c'est auprès d'eux que je puiserai ma force, mon énergie et surtout ma détermination. Alors c'était plus d'un an avant qu'Hervé Morin déclare sa candidature et il savait déjà tous les obstacles qui l'attendaient. Alors est-ce qu'il les attend, est-ce qu'il les redoute, est-ce qu'il les espère, est-ce que ça fait partie d'une histoire? Puis je dirais même, je rajouterais, est-ce qu'il n'est pas même en train de les dessiner, de les convoquer? Ce côté comme ça très victimaire. Ça donne pas tellement envie. Enfin, ça pose la question de son envie à lui. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être sur le devant de la scène, de fédérer, d'être là le premier, d'y arriver? Enfin, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'un combat à mener et d'un succès à espérer. Là, on l'entend pas, ce succès-là. Après, on sait aussi que la traversée du désert, c'est un mythe en politique. La difficulté, l'aridité. François Bayrou, dont il a été proche, a vécu la sienne aussi. Donc c'est peut-être à ça qu'il fait référence. C'est peut-être cette histoire qu'il veut raconter. C'est un petit peu la posture de l'artiste maudit aussi, de l'artiste qui se pense validé comme artiste justement s'il en a bavé, voilà, s'il a mangé son pain dur et s'il a été, s'il a bien souffert. Et puis comme vous dites très justement, est-ce que c'est pas là aussi reprendre une place déjà occupée notamment par Bayrou, avec qui il a des accointances que l'on connaît. On entend chez Hervé Morin cette petite tendance peut-être à s'identifier à des figures aussi repérables, identifiables, mais qui ne permettent pas d'entendre son identité à lui, en tout cas de la voir se dessiner.
Alors, cela dit, il avait prévu que ce serait dur. Et effectivement, ça a été dur. Ces réponses. Qui a dit 0% c'est bon pour la santé dans le fromage blanc, mais c'est très mauvais dans un sondage? Non, j'en sais rien. Jean-Christophe Lagarde, Bien, vous savez. vice-président du Nouveau Centre. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Bah, écoutez, de toute façon, une campagne électorale, c'est une période particulière dans laquelle on a le temps de faire ses propositions. Je suis un candidat neuf. C'est ma première campagne. J'ai pas 20 ans de tréteaux et de plateaux télévision. Donc voilà, c'est vraiment dur. Mais quand même, pour le coup, là, il est plus offensif. Oui, il est plus offensif et en même temps, il y a quelque chose que je trouve encore qui quelque part, l'empêche de décoller. Vous n'allez jamais voir un psychanalyste. Et à mon sens, et peut-être aussi une espèce de retenue, c'est de se présenter comme le petit nouveau. Moi, j'ai pas bien l'habitude, c'est ma première, je sais pas bien comment ça marche encore, j'ai pas 20 ans de tréteau, comme il dit. Ça s'entend aussi sur le mode, je suis un débutant. On n'a pas envie d'un débutant non plus pour éventuellement diriger la France dans quelques temps. Quelque part, il manque une espèce de, j'irais, d'arrogance, et pas dans le mauvais sens du terme, pas au sens méprisable du terme, une espèce d'aplomb, peut-être le terme est plus juste, une espèce d'aplomb qui fait que, voilà, on entend ce qu'on a besoin d'entendre, je crois, chez tout candidat, j'y vais parce que j'ai envie d'y être. J'y vais parce que j'ai envie. Alors, vous avez beaucoup réagi en disant, 1, qu'est-ce qu'elle en sait? Et 2, n'allez jamais voir un psychanalyste. Alors, Non, votre mais réaction. je suis absolument pas d'accord avec elle sur le côté, voilà, L'arrogance. l'arrogance, le candidat neuf, machin, c'est pas forcément ça dont on a envie. La vérité, c'est que dans toutes les autres démocraties européennes, celui qui devient Premier ministre n'a pas exercé pendant 20 ans des responsabilités politiques. Il n'y a qu'en France où on estime qu'il faut être passé par une espèce de parcours initiatique avec, en clair, une voiture cabossée. C'est d'ailleurs une idée curieuse dans un pays qui a besoin de transformation et de changement. Mais sur le côté, effectivement, l'espèce d'expression du désir très fort, de vouloir y aller, de l'arrogance. Non, mais là, très bien, mais bon, vous prenez un bout de discours que vous lui faites lire sur un discours d'1 heure. D'accord. Voilà, une envie... Elle en a vu plus, hein, mais alors dites-nous. Bon, dites-nous. enfin, j'en sais rien, mais c'est Alors, pas ce qu'elle a vu. Mais ce que je crois, c'est que cette envie, je l'ai démontrée. Vous ne croyez tout de même pas que vous baladez du nord au sud de la France, de l'est à l'ouest, vous levez tous les matins à 5 heures du matin pour rentrer à minuit ou 1 heure, prendre des coups tous les jours si vous n'avez pas une détermination considérable. Ça n'a même pas de sens. Vous ne quittez pas une fonction ministérielle aussi passionnante que le ministère de la Défense parce que vous avez décidé d'avoir ce chemin politique si vous n'en avez pas vraiment envie. Donc je trouve que c'est... Ouais, vous avez fait la preuve de votre détermination, vous dites. Je trouve que c'est voilà, l'analyse de quelqu'un qui, derrière son fauteuil, ne sait pas ce que représente la vie politique au quotidien. C'est pour ça que vous dites qu'est-ce qu'elle en sait. Quand oui. elle parlait de la traversée du désert, elle disait parce que Oui, qu'est-ce qu'elle en sait? Oui, voilà l'idée qu'il faille retrouver des ancêtres ou des personnes avec lesquelles vous avez eu un bout de parcours, comme François Bayrou. Non, ce que je sais, c'est que quand on est dans un petit parti politique, parce que je l'ai vécu quand j'étais collaborateur, parce que je l'ai vécu auprès de Bayrou, quand on est dans un petit parti politique, il faut être courageux et il faut être très fort, beaucoup plus fort que dans un grand pour continuer à combattre. Quand vous êtes dans une petite formation politique, la marque de votre parti ne vous assure pas un score. Et puis il faut accepter l'idée d'être dans une confrontation, dans un rapport de force qui est à l'origine déséquilibré et inégal. Donc je trouve que voilà, c'est parce que je sais ce que c'est. Je l'ai vécu depuis 25 ans, soit en tant que collaborateur, soit en tant que parlementaire. Mais alors justement, c'est intéressant dans votre parcours, parce que vous l'avez vécu en tant que proche de Bayrou, donc vous avez vu François Bayrou. J'ai vécu avant. Et vous l'avez vécu avant aussi. J'ai vécu aussi quand j'étais collaborateur de François Léotard, et j'ai vu ce que c'était. Et j'ai vu ce que pouvait représenter la force d'une machine énorme quand vous n'êtes pas dans ces machines-là. Mais alors on a envie de vous dire, et la question qui se pose, c'est donc vous connaissez, vous découvrez pas en fait, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous découvrez pas ça. Je le décris 1 an et demi à l'avance. Et c'est ce qui est frappant effectivement. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à poursuivre dans cette voie? Vous dites que vous l'avez toujours vécu, vous l'avez toujours connu, c'est tellement plus facile d'avoir un grand parti derrière. Qu'est-ce qui vous motive? Enfin, il y a quand même quelque chose de personnel, au-delà de votre engagement politique, il y a aussi, on voit bien quelque chose de plus personnel là-dedans. Il y a des natures, des caractères. Mais d'une part, je n'aime pas les grandes machines. Je suis plutôt de l'ordre du rebelle, naturellement.
D'accord. Donc quand il y a une grande machine, vous avez envie de lui dire non, quoi, déjà. J'ai peur des grandes machines. Les grands systèmes m'inquiètent. C'est pour ça que je fais partie de ceux pour qui la question de la liberté individuelle est une question permanente. L'idée de responsabilité et de liberté individuelle. Je suis, voilà, et j'ai envie de défendre un projet. J'ai vécu 3 ans et demi dans un gouvernement, j'assume et j'endosse la responsabilité de ce qui a été fait pendant 3 ans et demi. Mais en même temps, j'ai constaté à quel point on manquait de force de rappel, de force de rééquilibrage. Donc, du coup, si vous deviez résumer une phrase, dire que vous êtes plus candidat, votre moteur, c'est plus le devoir, même si c'est dur, mais il y a le devoir de porter ou alors aussi le désir. Il y a le désir et le devoir. Le désir Allez, les deux. Allez, 50-50. Elle vous a comparé un petit peu à Bayrou, et c'est vrai qu'il y a des similitudes entre vous deux. On repense même d'ailleurs à votre déclaration de candidature devant le pont de Normandie, un peu comme Bayrou l'avait fait aussi devant ses Pyrénées natales. On sent cette revendication aussi de votre identité régionale chez les deux. Ça vous embête qu'on vous compare à Bayrou? Ça ne m'embête absolument pas. Attendez, je ne renie pas 10 ans d'un parcours politique et quelqu'un qui était quasiment un frère. Je veux dire, voilà, c'est... Je regrette son absence de capacité à créer une équipe, d'être un immense solitaire. On l'est tous quand on a des racines paysannes. Moi aussi, j'ai tendance à être plutôt solitaire. Bah oui, vous avez dit rebelle, j'aime pas les grandes machines, moi aussi, attention. Voilà. D'accord, mais quand même, vous dites qu'il est plus solitaire que vous, c'est ça? Oui, trop solitaire. J'ai pas envie de parler de lui. Je pense que c'est. On va en parler un petit peu quand même. Je pense qu'il est. Sa grande difficulté, c'est de pouvoir raisonner collectif, ça c'est clair. Et vous avez dit que ça a été presque un frère, hein. C'est quand même un mot très fort. Il faut rappeler que votre relation avec François Bayrou s'est finie brutalement, presque du jour au lendemain, après de longues années de fidélité. Vous l'avez soutenu en 2007 dans son parcours présidentiel. En 2002, effectivement. N'oubliez pas 2002, parce que 2002, on était entre 2 et 3%, et il n'y avait plus beaucoup de monde sur le radeau. Et bien justement. Les Borloo, etc., ils étaient tous partis sans exception. Et bien justement, alors en 2002, vous le soutenez à la présidentielle et puis vous le soutenez aussi lors de la création de l'UMP, lorsqu'une partie des troupes centristes, tout le monde. Quand tout le monde, alors vous êtes là, le dernier des fidèles. On va revoir quelques images justement de cette période 2002-2007, commentées par un journaliste que vous connaissez, Patrick Roger. Ça va être aimable. Ah bon? Oui. Alors, on verra. À l'heure où certains ont préféré rejoindre Jacques Chirac, le président de l'UDF assure que son parti a plus que jamais sa raison d'exister. Un seul parti, ayant tous les pouvoirs, sans interlocuteur, sans partenaire, sans complément, c'est inévitablement, un jour ou l'autre, la certitude de l'erreur et de l'échec. J'ai envie de réussir. Je considère vraiment faire partie de la majorité, mais faut-il que de temps à autre, on nous traite un peu mieux que la façon dont nous sommes traités, où grosso modo, on nous écarte, on essaie de nous écarter de toutes les responsabilités. Donc à cette époque, Hervé Morin est proche de François Bayrou. Ça se poursuit en 2006. On le voit d'ailleurs aux côtés de François Bayrou. François Bayrou l'avoue, il est ému. Plus de 90% des militants du l'UDF approuvent sa stratégie d'indépendance vis-à-vis de l'UMP. Ni dans la majorité, ni dans l'opposition, l'UDF se veut ailleurs. Être différent, être autre, être rebelle quand il le faut et ne pas céder, voilà ce que nous avons choisi. Et à l'UDF, les militants rêvent de voir François Bayrou aller encore plus loin, jusqu'au second tour de l'élection présidentielle. Donc à l'époque, on le voit, il est très proche de François Bayrou. Mais qui très va proche, suivre... pas aux côtés de François Bayrou, derrière François Bayrou, dans le sillage de François Bayrou. D'accord, ça a son importance? Je crois qu'il a toujours été derrière, pas à côté. C'est pas le premier cercle de François Bayrou. Ça a été son acolyte, son porte-parole, le président du groupe des députés UDF de 2002 à 2007. Mais dans le mécanisme de pensée, même si Morin tente toujours de s'inspirer de ce qu'a fait Bayrou, Bayrou ne l'a jamais reconnu comme son fils spirituel.
Ah d'accord, ni son fils, ni son premier cercle. Et vous pensez, vous qui l'avez suivi notamment pendant toute cette période, ça a été une blessure pour lui qui peut avoir expliqué d'ailleurs après sa prise de distance avec François Bayrou? Incontestablement. Parce que même en 2007, surtout dans l'entre-deux tours, il a eu le sentiment de ne pas être associé à la prise de décision. À partir de ce moment-là, ils ne sont plus tout à fait sur la même longueur. Le Bayrou a déjà une perspective en tête qui est de construire son propre parti qui est le MoDem. Morin a la sienne qui est de conserver les sièges des parlementaires. Donc deux stratégies différentes et alors ça se matérialise entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2007 lorsque ces parlementaires, dont Hervé Morin, vont voir Nicolas Sarkozy. Ils sont arrivés les premiers, groupés. Mais la vingtaine d'ex-UDF a dû patienter. Ce matin, Nicolas Sarkozy était en retard. 1 heure d'entretien visiblement efficace, car à la sortie, les centristes rivalisent de superlatifs. C'est parce que Nicolas Sarkozy est fort qu'il peut ouvrir très largement jusqu'à des personnalités de gauche. Je trouve assez formidable, exceptionnel qu'un homme élu avec 53% des voix prenne le temps pendant 1 heure de le consacrer aux 25 ou 30 parlementaires UDF. Lequel sera ministre? Mystère. Voilà, bon, finalement, Morin sera ministre, mais là, c'est le club des groupies, là, c'est incroyable. Oui, c'est cruel, les images sont cruelles, parce qu'il faut avoir en mémoire les mots, la dureté des mots et des termes qu'utilisait en particulier Hervé Morin vis-à-vis de Nicolas Sarkozy avant le premier tour. Quand il le traitait de fou, de malade, Ouais, quand il se faisait la campagne de Bayrou avant le premier tour. Oui, et du coup, depuis 5 ans, il traîne cette image de bon, c'est les traîtres, quoi, les félons. Donc en fait, tout ce qui est dit sur Sarkozy, on va dire, ce sont des propos de circonstance, là. Où il y a un réel enthousiasme, quand même. Alors l'enthousiasme, je crois qu'il n'y était pas. Il y a aussi un problème culturel entre Hervé Morin et Nicolas Sarkozy, ne serait-ce que de par les origines cette fois-ci. Et Morin, il se rattache ni à l'école Bayrou finalement, ni à l'école. De par les origines, c'est-à-dire ni à l'école Sarkozy. De par les origines. Ah ben lui, donc, il le revendique d'ailleurs. Lui, c'est la Normandie. Bon, Sarkozy, c'est Neuilly. Bon, Sarkozy, souvent l'a raconté, l'a dit entre Morin et lui, il n'y a pas d'affectif, quoi. Hein, il n'y a pas de feeling. Non, il n'y a pas d'affectif. Alors, il y a deux personnalités là dont il en a parlé, c'est Sarkozy et Bayrou. On va commencer par Bayrou. Donc, on a vu effectivement les moments où vous étiez proche de lui. Il dit que finalement, la situation de 2007, elle est cruelle parce que l'image reste... Non, mais Patrick Roger est sur cette ligne depuis 5 ans. Tous ses papiers sont les mêmes. C'est à peu près n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Je veux dire, la proximité avec Bayrou, le fait que j'étais derrière, je n'étais pas avec lui, machin, ça n'a pas de sens. Enfin, bon, voilà. Bon. D'accord. Donc voilà, ça ne correspond pas à la nature de la relation qui existait entre Bayrou et moi, et ni lui ni personne ne la connaissait. Ne la connaît, bien sûr. Alors, donc peu importe, ça n'a pas d'importance. On pourrait vous dire, mais on pourrait vous dire que c'est pire à la limite si vous étiez très très proche. Mais oui, mais peu importe. Moi, j'ai toujours, les choses étaient claires, je suis un homme du centre et du centre droit, j'ai toujours indiqué que je soutiendrais Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle. C'était d'ailleurs notre seule pomme de discorde entre François Bayrou et moi. Oui, lui choisit de ne pas se prononcer entre les deux tours. Pour moi, les choses sont claires. Il y a un accord, j'ai rien à faire avec un PS qui continue, pour sa part, à être dans des accords avec la gauche du Parti socialiste, c'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, incarné par Mélenchon. Si un jour le PS devient social-démocrate, il pourrait y avoir d'autres démarches. Mais pour l'instant, il n'en est pas question. D'accord, donc ça a été la seule pomme de discorde, vous dites, avec François Bayrou. Vous avez cherché à le convaincre, effectivement, et ça avait été Non, je n'ai pas cherché à le convaincre. Pour tout vous dire, j'ai jamais cherché à le convaincre parce que François Bayrou n'a rien de commun avec Nicolas Sarkozy. Et je savais que, de toute façon, son choix ne serait pas celui-ci. Quant au reste, c'est de la psychanalyse à 2 balles. Qu'est-ce qu'il y a à 2 balles, là? Non, mais le tout, l'explication, que finalement, c'est parce que je suis derrière, que machin... D'accord, avec Bayrou. Donc, c'est pas ça. Mais alors, quand même, sur l'image, donc vous l'avez dit, vous étiez effectivement très proche de lui. Alors, on pourrait dire, du coup, le retournement... Mais peu importe, je ne cherche pas à être plus proche ou moins proche. Ma relation a été celle qui a été, mais l'analyse
du tout n'a aucun sens. D'accord, sur la blessure, voilà. etc., vous démentez, vous dites que c'est une affaire purement politique. Quand même, l'image, parce qu'il y a autre chose, c'est que l'image de l'époque de 2007, même si vous aviez toutes les bonnes raisons du monde, et vous l'avez dit, de rallier Nicolas Sarkozy, l'image, elle reste quand même encore aujourd'hui. Et même mais vous connaissez, vous, des hommes politiques qui n'ont pas... Les hommes politiques, ils ont 2 tours à chaque fois sur une élection présidentielle ou sur une élection législative. Ils combattent. Et puis au 2e tour, ils font un choix par défaut. Le combat politique, ce sont pas des combats de jeunes filles, ce sont des combats dans lesquels vous vous engagez pleinement, totalement, avec parfois l'excès. Mais là, c'est vrai que ça a été violent, sans aller jusqu'au combat de jeunes filles. Là, ça a été quand même particulièrement violent. C'est l'excès. Vous êtes totalement engagé, pleinement, complètement. Donc jusqu'au bout, vous vous battez pour le vôtre. Puis après le 1er tour, vous faites un choix. C'est lequel des deux? Pour ma part, il a toujours été très clair que même si j'avais en effet parfois des mots durs sur Nicolas Sarkozy, que c'était pour moi un choix évident. Par rapport à Ségolène Royal. D'autant plus évident qu'il s'agissait en face de Ségolène Royal. Alors, concernant votre relation avec Nicolas Sarkozy, il dit qu'entre vous et lui, il n'y avait pas d'affectif, du moins c'est ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy. J'imagine que Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé avec Patrick Roger. D'accord. Bon, non, donc d'accord. mais c'est vrai que je ne suis pas un intime de Nicolas Sarkozy. J'étais membre de son gouvernement. Notre relation était une relation courtoise, cordiale, et puis une relation d'équipe. J'ai lu dans un dossier récemment dans le Nouvel Observateur que donc, le président avait non seulement mis fin, quand vous étiez ministre de la Défense, au traditionnel tête-à-tête que le président faisait régulièrement avec le ministre de la Défense. Comme avec le ministre des Affaires étrangères, comme avec le ministre de l'Intérieur, etc. Ça, c'est lui qui l'a fait, ça ne tient pas à vous, d'accord. Et que du coup, vous avez eu 2 tête-à-tête et 3 coups de fil pendant toute la période où vous étiez ministre de la part de Nicolas Sarkozy. On imagine que c'est un peu déstabilisant quand même d'avoir une relation aussi distante avec le président. Pas du tout, c'est une relation dans laquelle, au contraire, vous êtes en responsabilité. Ce qui compte, c'est d'avoir des conseils. Certains diront tout était à l'Élysée et puis pas dans les ministères. Je n'ai pas le sentiment, moi. Enfin, honnêtement, on m'a vraiment foutu la paix, quoi, hein, franchement. Le mode de fonctionnement de Nicolas Sarkozy, c'est pas un mode de fonctionnement dans lequel les choses sont arrêtées à l'avance, des calendriers précis, etc. Ça nous arrivait d'avoir 3 rencontres dans la même journée en conseil restreint quand il y avait une prise d'otage. Et puis ensuite d'avoir 15 jours, 3 semaines, 1 mois, sans qu'il y ait un sujet de défense qui fasse l'objet de la moindre réunion autour du chef de l'État. Parce que les arbitrages avaient été donnés et qu'après, il m'appartenait de les mettre en œuvre. Et vous êtes plus à l'aise avec le fonctionnement de Nicolas Sarkozy ou de François Bayrou? François Bayrou, j'ai jamais exercer l'État. Oui, bien sûr, de ministre, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, on ne peut pas comparer le fonctionnement de l'État avec le fonctionnement d'un parti politique. Non, mais il y a le fonctionnement humain, on dit le fonctionnement, on imagine qu'il y a de l'humain là-dedans, non? Ah ben oui, mais ça c'est autre chose. Mais moi, j'ai jamais travaillé avec Nicolas Sarkozy, président de parti, donc je ne me rends pas compte, je ne peux pas dire. Et je ne sais pas comment Bayrou serait s'il était chef de l'État. D'accord, vous n'avez pas des petits indices qui vous permettraient? Non, pas d'indices. Ça, je pense que le jour où vous devenez chef de l'État et vous rentrez dans un costume qui fait que, certes, vous restez le même, mais il y a un certain nombre de choses qui, forcément, sont amenées à changer. Alors, avec Nicolas Sarkozy, on l'a vu, ça avait très bien commencé, enfin, ça avait plutôt bien commencé, en 2007. Après, par la suite, vous créez le nouveau centre. Non, pas par la suite, je le crée dans la semaine. Il y a le congrès, en tout cas, il y a un congrès fondateur, mais le nouveau centre est installé entre les 2 tours des présidentielles. Voilà, le nouveau centre est installé, puis suit le congrès. Vous passez des accords avec l'UMP, donc tout se passe bien. On va revoir les images et puis jusqu'à la fin de votre fonction gouvernementale, commentées par Christophe Forcari, cette fois un autre journaliste. Le temps des regrets, c'est fini. La page Bayrou est tournée et le nouveau centre fait la fête dans une manade à 2 pas de son congrès de Nîmes. Au congrès, le rouge a effacé l'orange. Et le petit parti, dirigé par Hervé Morin, le ministre de la Défense, affiche ses 2000 élus, ses ministres et son groupe parlementaire, sauvés grâce à des alliances avec l'UMP. À l'époque, Morin s'est plutôt bien débrouillé et a bien su gérer la barque d'un parti qui n'était qu'embryonnaire, qui n'existait pas, avec peut-être une tare héréditaire. C'est-à-dire que Hervé Morin a voulu recréer une sorte d'UDF, mais en étant pieds et poings liés dans les mains de l'UMP. Tout ce qu'il avait, c'est l'UMP qui lui a donné, quoi. Absolument.
Alors la question que ça pose, est-ce qu'il n'est pas à ce moment-là instrumentalisé par l'UMP pour asphyxier l'espace de Bayrou? Est-ce que finalement, il ne s'est pas laissé complètement instrumentaliser? Dans la stratégie de Nicolas Sarkozy, il avait un rôle utile, qui était de drainer les voix de centristes qui auraient pu être tentées par François Bayrou. Donc là, il avait une utilité. Cette utilité ne tenait que si Morin s'effaçait devant le grand patron. À partir du moment où lui-même se dit qu'il est prêt à aller à l'Élysée, l'utilité est réduite à son minimum et le rôle, entre guillemets, d'emmerdeur devient plus grand. Et alors ça va commencer quand Hervé Morin est encore ministre, puisqu'il commence à critiquer Nicolas Sarkozy tout en étant ministre, et notamment après le discours de Grenoble assez offensif de Nicolas Sarkozy sur les Roms. À ce sujet, je voudrais tout d'abord vous lire, pour vous détendre, le texto plein d'humour que j'ai reçu avant-hier d'un ami musulman bien intégré, ayant réussi dans les affaires, qui sent français et qui va se reconnaître parce qu'il est dans la salle. Après 50 ans de bons et loyaux services, c'est avec beaucoup d'émotion, mais il est vrai avec un certain soulagement, que les Français d'origine maghrébine, ainsi que moi-même, sommes très fiers de passer officiellement le relais aux Roms comme bouc émissaire et responsable de tous les maux de la France. Plus sérieusement, de quoi s'agit-il? C'est un sujet sérieux. De mettre un terme à des occupations illégales et jugées comme telles par les tribunaux de la République, tout en prenant soin, bien entendu, de ne pas stigmatiser une communauté dans sa globalité. Là, on se demande s'il n'est pas aussi dans une stratégie personnelle, puisqu'on est en août 2010, donc il est encore au gouvernement, mais il ne va pas tarder à le quitter, on va le voir. Et on se demande s'il n'est pas en train d'essayer de pousser sa candidature, déjà. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y pense pas. Il y avait cette idée chez les centristes qu'il fallait que le centre droit, un centre humaniste et héritier de l'UDF, soit représenté à la présidentielle. Je ne pense pas que Hervé Morin se voyait dans ce rôle-là à ce moment-là. Il s'y est vu plus tard. Quand? Au moment de sa démission du gouvernement. Au moment de son limogeage du gouvernement. Alors, je pense que le déclic a été celui-ci. Alors vous avez fait un lapsus, cela dit, qui est révélateur, parce qu'il a bien été limogé, mais c'est lui-même qui l'a annoncé avant même l'annonce officielle, qui ne se fait pas du tout. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu un ministre anticiper la déclaration officielle du gouvernement pour dire « je suis viré ». Alors on va le voir justement. J'ai vu apparaître une équipe de campagne. Je dirais même que j'ai vu apparaître une équipe de campagne électorale UMP, et je pourrais même dire que j'ai vu apparaître une équipe de campagne UMP proche du RPR. Et donc, je le regrette. Alors on va venir plus largement sur ce qu'il disait, mais cette image, elle est incroyable quand même. C'est vrai qu'il dit inédit dans l'histoire de la Ve République. Là où fort qui trompe, c'est que, en fait, je sais que je vais partir depuis le mois d'avril. Ah, avril 2010 alors. Voilà, je le sais puisque je suis convoqué par le chef de l'État qui me dit si tu continues à vouloir porter une candidature à la présidentielle, tu seras viré au prochain gouvernement. Donc je ne suis pas limogé comme il le raconte, mais j'assume le fait que je vais partir dans le cadre d'un désaccord politique qui est celui de vouloir porter une candidature centriste à l'élection présidentielle. Donc on est dans un schéma un peu différent de celui-ci. Oui, il dit juste que vous vouliez porter une candidature centriste, mais enfin, effectivement, il y a peut-être une ambiguïté, mais il dit que vous ne pensiez pas forcément à vous. Écoutez, j'ai toujours considéré que cette candidature-là, elle devait exister, et qu'en clair, il y avait que deux personnes qui pouvaient la porter, c'était Borloo ou moi, c'est tout. D'accord. Et donc, quand vous allez voir Nicolas Sarkozy en avril 2010 et qu'il vous dit en clair, soit tu es viré, soit tu arrêtes de vouloir porter ta candidature centriste, enfin, je ne sais pas comment il vous a dit ça, là vous dites, je continue, je la porte et j'assume, et vous lui dites en face, comme ça, dès avril 2010. Oui, bien sûr. Et il dit quoi? Rendez-vous à l'automne. Oui, d'accord. Donc en fait, dès l'annonce du remaniement, vous savez, et c'est pour ça que vous... Non, mais dès l'annonce, bien avant le remaniement. Dès que je sais que le remaniement va avoir lieu, je sais que je ferai partie de la charrette, mais je l'ai assumé. Je ne regrette rien, vous voyez, je n'ai pas de nostalgie du tout sur cette période, absolument.
Tout le monde m'avait dit c'est très dur de quitter un gouvernement, l'essor de la République, la voiture de fonction. Je ne suis pas sensible à ça du tout, moi. Les honneurs ne me font pas vivre. Effectivement, on voit bien que vous avez choisi, là pour le coup, on peut dire que votre parcours va dans le sens de ce que vous dites. Mais du coup, on se demande aussi si pendant tous ces longs mois, entre avril 2010 et novembre 2010, lors du remaniement, vous avez commencé à préparer votre candidature. Quand vous faites cette blague contre le discours de Grenoble, vous avez quelque chose, vous avez, comment dire, une stratégie politique en tête ou vous improvisez en fonction des événements? Non, j'ai cette stratégie très clairement en tête. Voilà, la seule question que je me suis posée au moment du discours de Grenoble, c'est éventuellement de quitter le gouvernement à ce moment-là. Ah d'accord, d'anticiper. J'hésite, et puis mes amis me disent, tu te rends compte, je ne le fais pas. Et pourquoi? Oui, c'est étonnant, parce que de toute façon, vous saviez que vous alliez partir à la Oui, limite. mais je me suis fait, voilà, c'est compliqué quand vous avez un groupe parlementaire attaché à une majorité qui vit sous la sécurité que peut représenter que le président de leur parti soit membre du gouvernement. Voilà. Donc vous avez, c'est pas forcément quelque chose de naturel en plus de quitter une fonction ministérielle. Il paraît que vous dites aujourd'hui, je comprends François Bayrou, c'est plus facile d'être candidat à la présidentielle sans un groupe parlementaire qui... Je dis que c'est parfois plus facile, oui, en effet. Ben, ça évite, vous voyez, qu'on parle de ce sujet-là pendant une demi-heure, qui est quand même, au bout d'un moment épuisant. 5 minutes. Alors vous avez dit, ça veut dire on arrête, vous voyez. Il y avait 2 personnes qui pouvaient porter cette candidature. Hein, vous avez dit moi et Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo et moi, c'est plutôt... On va dire comme ça, voilà. Le problème, c'était de savoir évidemment lequel des 2 serait candidat. Et alors, on a eu l'impression que ce problème s'était vraiment cristallisé lors des universités d'été les dernières, hein, en septembre 2011. Je vous remonte quelques images. Pour le coup, c'est vous qui allez les commenter. Hervé Morin et Jean-Louis Borloo ne se quittent plus. Ils sont bien tous les 2 candidats à la candidature pour la prochaine présidentielle. Mais aujourd'hui, à la grande motte, ils n'ont parlé que de l'unité. Nous sommes réunis, non pas pour constituer une écurie présidentielle pour tel ou tel, mais pour reconstruire notre famille politique. Non pas pour observer qui va gagner à l'applaudimètre, je m'adresse notamment aux jeunes, mais pour faire grandir notre unité. Oui, c'est une démarche personnelle. Oui, je suis un homme libre. Oui, nous en parlerons. Oui, j'irai au bout de ma logique, parce que je ne badine pas avec l'engagement politique. Je suis, mes amis, dans ma dernière ligne droite. Très bientôt, je parlerai aux Français. Mais avant, j'aurai besoin de vous. J'avais besoin de vous. J'aurai besoin de vous. Voilà, j'avais besoin de vous, j'aurais besoin de vous. Vous êtes à côté, il se tourne vers vous, puis visiblement, ben, voilà. Vous ne l'avez pas soutenu, hein, c'est moins qu'on puisse dire, puisque vous avez pensé... Non, c'est pas ça, Jean-Louis Borloo a pris une décision personnelle, voilà. Est-ce que quand même, ouais, vous voyez ça comme ça, vous pensez que vous dites pas, là, il y a un match qui se joue à ce moment-là, lors de ces universités, il y a un match qui se vous joue. appelle à le soutenir, que le fait que vous ne le souteniez pas, forcément, ça fait qu'il n'est pas candidat, mécaniquement? Écoutez, honnêtement, si vous ne pouvez pas supporter cette simple concurrence, qui n'était quand même pas une concurrence violente, vous ne supportez pas la concurrence et la compétition d'une présidentielle. D'accord. Donc c'est pas le sujet. Il paraît que vous l'aviez dit dès le départ, hein, qu'il n'irait pas jusqu'au bout, et que là, pour le coup, c'est un point commun avec François Bayrou, que les 2, vous saviez dès le départ qu'ils ne seraient pas candidats jusqu'au bout. Comment vous le saviez? Parce que je pensais que Jean-Louis n'était pas construit pour ça. Voilà. Et vous êtes construit pour ça? J'aurais observé que j'ai pas d'état d'âme. Non pas qu'il en ait forcément, mais je veux dire par là, c'est que j'ai le cuir assez épais, quoi, quand même. Non? Il y a un axe qu'on n'a pas évoqué, mais qui, pour le coup, est un axe intéressant, c'est celui de votre communication, parce que pour être candidat, il faut communiquer. Vous avez été souvent assez audacieux et atypique dans votre communication. Il y a notamment les aspects, les vœux, les séquences, pour que vous riez, de vœux. Il y a le droit aux vœux à la cuisine, dans la cuisine. Les vœux dans la cuisine, bah oui, mais ça a quand même été un buzz incroyable, hein, ces vœux dans la cuisine. Alors on peut dire c'est très bien, ça a fait beaucoup de buzz. On peut dire aussi que peut-être ça a fait un buzz négatif. On va revoir ces images. C'était pas la peine, je les connais. Non, mais alors voilà, vous les regardez pas. On écoute juste le commentaire d'un communicant qui s'appelle Gilles Masson. En plus, c'est un truc qu'on n'avait pas préparé du tout. Vous l'avez pas préparé? Non.
On a fait ça un soir, à 22 h, avec 2 caméras. Mes chers amis, je suis heureux de vous souhaiter la bonne année chez moi et probablement dans le lieu que j'aime le plus dans mon appartement, c'est-à-dire ma cuisine. Parce que comme vous le savez, j'aime les bonnes choses, je suis un épicurien, j'aime préparer les repas et j'aime le bon vin. Bref, je suis français en quelque sorte. Alors, ce 31 décembre 2010, c'est pour moi le premier 31 décembre que je passe en famille. Les 3 précédents, je les avais passés au milieu des troupes. Le 31 décembre 2007 au Tchad et puis les 2 années suivantes en Afghanistan. C'est pas un bon axe de com, d'ailleurs ça a buzzé en négatif. D'abord c'est très inspiré, hein. C'est David Cameron qui avait lancé la Web Cameron en 2006. Donc c'est quelque chose qui est très inspiré. Voilà, le leader anglais voilà. Avant d'être Premier ministre actuel. Exactement. Et il dit pourquoi il fait cette mise en scène. Pour être populaire, pour dire qu'il est français, pour dire qu'il est épicurien. Il a voulu avoir un ancrage à la fois symbolique et populaire. Mais dans le symbole, c'est complètement raté. C'est-à-dire que la cuisine, c'est un lieu de partage, il est tout seul. C'est un lieu éventuellement d'expérimentation, et là on voit qu'il déplace des casseroles un peu vides. Et en fait, ça n'a pas fait ce travail de lieu symbolique, et ça n'a pas fait ce travail non plus de projection, parce que personne ne se reconnaît vraiment dans quelqu'un qui vient de tomber sa veste, qui manipule des casseroles vides en parlant d'Afghanistan. Là, il était seul, vous dites que ça a été une erreur. Eh bien, l'année d'après, pour les derniers vœux, eh bien, il était entouré de Français qui venaient lui poser des questions. Et là, c'était dans son salon. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir participé à cette conversation ici, chez Hervé Morin. Je vous laisse formuler vos vœux de fin d'année. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année pour vous, pour votre famille, une très bonne santé. Donc là, ce qui frappe encore, c'est la mise en scène. On sent qu'il y a toute une recherche de mise en scène, de se distinguer par ça. Et pour le coup, il est entouré. Alors, est-ce que c'est plus habile? Est-ce qu'il a fait des progrès? Il est entouré pour dire qu'il n'est pas tout seul, ce qui est un problème dans la perception d'image d'Hervé Morin. C'est-à-dire qu'on se voit comme quelqu'un de très isolé. On le voit comme quelqu'un de très isolé parce qu'il est très critiqué par son propre camp. Les pires phrases qui ont été prononcées sur Hervé Morin ont été prononcées par son propre camp. Hein. Je choisirais le chameau plutôt que la chèvre quand Borloo était le chameau pour traverser le désert. On ne transforme pas une 2 chevaux en Ferrari. En fait, Hervé Morin, quand il veut s'entourer, il veut tout simplement combattre ce qui est le pire ennemi des hommes politiques, qui est la défiance aujourd'hui. Simplement, quand la défiance est entretenue par son propre camp, la marche est encore plus haute à franchir. Et quant à la proximité, elle peut devenir extrêmement anecdotique et suspecte. Et Hervé Morin n'arrive pas à sortir de ça. Il n'est pas arrivé à se construire un style présidentiel. Il n'y est pas arrivé parce qu'il a toujours été dans l'ombre de leaders, que ce soit Bayrou, Sarkozy ou Borloo. Et il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas changé. Hervé Morin est le même à l'image depuis 15 ans, là où les hommes politiques qui se présentent, hommes et femmes politiques aujourd'hui à la présidentielle, ont véritablement acquis un style présidentiel. Donc sa candidature reste toujours un élément de perplexité pour beaucoup de gens. Comme il est toujours quelque part numéro 2, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il veut être numéro 1 alors qu'il est dans le camp aujourd'hui de la majorité. On n'arrive pas pourquoi il n'arrivera pas à incarner cette 3e voie s'il n'y a pas des éléments de rupture très forts. Il dit quelque chose d'intéressant, c'est entouré, sur le 2e vœu, entouré, mais compliqué parce que avec la défiance venant de votre camp, vous êtes dans une situation très très difficile. Alors vous disiez c'est anecdotique, certains disent, mais à la limite n'y prenons pas garde. Le problème c'est que les gens l'entendent. Et comment faire pour lutter contre? Écoutez, pourquoi j'ai fait ces vœux la première année dans la cuisine? Lesquels? Alors on va commencer par la cuisine. Vous avez dit c'était improvisé. Bon voilà, il faut faire des vœux. Chaque année, quand vous êtes président de parti, il faut faire des vœux assez militants. Donc, vous postez le 31 décembre sur Internet. Voilà. Bon, très bien. Le hasard de la vie fait que 8 jours avant, une de vos consoeurs de Canal+, qui fait une émission de cuisine, découvre que j'aime faire la cuisine, etc. Et donc, en sortant, on se dit, tiens, on va faire les vœux dans la cuisine. Cameron... Vous n'y avez même pas pensé? Bon, je ne savais même pas. Quoi. On l'a appris après. Quoi. Bon. Donc, en se disant, voilà, ce sont des vœux d'un lieu. Alors, c'est vrai que c'est mal monté, parce que tout ça a été fait juste avant de partir en vacances, entre 21h30 et 22h15. Ça n'a pas été donc, il n'y a pas de rôti dans la casserole, alors? Non, il n'y a pas de rôti, bien sûr qu'il n'y a pas de rôti. Mais je fais vraiment la cuisine, en revanche. D'accord, oui, pas là, donc, mais pour et l'année suivante, pourquoi je fais des vœux comme ça? C'est parce que j'ai fait un tour de France, qui a beaucoup inspiré un livre que j'avais publié quelques mois auparavant. Et que
je voulais pouvoir parler de fond. Alors, ça n'a probablement pas été assez réussi, mais si j'en crois votre interlocuteur, mais il n'y a pas, je pense même pas l'idée d'être seul ou pas seul, parce qu'en vérité, je ne suis pas seul. On parle toujours des mêmes, mais j'ai des tas de... Vous pourriez parler de Charles de Courson, de Philippe Vigier, de Jean-Denis Duséjour, Jean-Marie Cavada, et bien d'autres parlementaires qui sont avec moi. Mais ce qu'il Donc, dit, c'est qu'il y a quand même cette image, effectivement, avec ces critiques... Mais oui, mais vous les avez tout le temps. Mais vous n'avez pas une campagne présidentielle où vous avez... Vous ne pensez pas que c'est votre principal problème de communication? Souvenez-vous de François Hollande. Enfin, François Hollande, Fabius, il y a encore 6 mois, disant François Hollande, président de la République, mais... D'accord, donc pour vous, c'est pas, oui, pas un bon, handicap. Vous pensez que ces critiques, en clair, ces critiques, est-ce qu'ils... Elles existent toujours. D'accord. Bon, voilà. Et alors, oui, vous êtes numéro 2. Bah oui, avant d'être numéro 1, il faut être numéro 2. Vous n'êtes jamais numéro 1 à 20 ans, ça c'est clair. Voilà. Il dit qu'il faut des éléments de rupture très forts dans l'image. Probablement, pas dans l'image, des éléments de rupture politique. Ou dans le discours, enfin, dans l'image qu'on a de vous, pardon. Pas dans l'image, la cuisine, bien sûr. Voilà, probablement que ça manque, je suis d'accord. Ah bon, alors vous allez faire quoi pour les créer, ces éléments? Non, mais maintenant, ça y est, c'est parti. Mais on revient au sujet d'avant, au moment du discours de Grenoble, et qui m'avait choqué. Il aurait fallu probablement, à ce moment-là, créer la rupture, c'est vrai. D'accord, ok. Oui, ce que vous n'avez pas fait, vous l'avez expliqué à cause de ce fameux groupe en disant qu'on avait passé une demi-heure dessus, bah, comme quoi on avait raison d'en parler, puisqu'il vous a empêché, finalement. C'est le groupe qui vous a empêché. C'est moi, la responsabilité m'appartient à personne d'autre. D'accord, mais vous le regrettez? Enfin, non, je ne suis pas un homme de regret. Moi. Non, mais enfin, en tout cas, vous dites ça aurait créé la rupture. C'était un acte fondateur, bien sûr. C'était un acte fondateur et vous ne l'avez pas eu, du coup, l'acte fondateur? Peut-être. Vous pouvez encore, hein? Oui, enfin là, là maintenant, ça y est, on est dans la déclinaison d'un projet politique, d'un programme, de propositions. On n'est plus là-dedans, on n'est plus dans ce temps-là. Pour terminer, il y a un dernier point qui crée énormément le buzz aujourd'hui sur la toile. C'est un lapsus, mais est-ce que c'est un lapsus ou pas? On va vous demander de nous l'expliquer. Alors ça concerne le débarquement et je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Ça c'est sûr. Mesdames et messieurs, vous qui, pour certains d'entre vous, avez les cheveux blancs, vous qui avez vu tout près d'ici le débarquement de Provence, moi qui ai vu en Normandie le débarquement des Alliés, nous avons vécu des épreuves drôlement plus difficiles et terriblement plus difficiles que celles que nous avons à vivre aujourd'hui. Et alors évidemment, bon, vous êtes né en 61, je ne me trompe pas, donc bien après le débarquement, pour ceux qui ont oublié la date. Donc là, c'est quoi? Parce que ça fait partie de votre... Je veux dire, quand vous êtes en Normandie... Donc vous êtes normand, mais là, vous êtes dans le sud. La vidéo, c'est à Nice. Hein. Oui, c'est à Nice. Un meeting, il y a 1000 personnes, il n'y en a pas un qui bronche d'ailleurs. Hein. Vous savez, moi, je suis né... avec les plages de Normandie et les croix américaines. Le reste du débarquement. Et donc, en clair, moi, j'ai entendu mes parents, mon père, mes grands-parents, qui étaient tous les deux maires de leur village, dans toute ma famille, cette période-là, c'est une période dont on parlait tout le temps. Bien sûr. Et donc, en clair, ça devient un peu la vôtre. Non, mais parce que, alors nous, on a réfléchi quand on préparait l'émission, on s'est dit pourquoi ça a fait un tel buzz, parce qu'il y a souvent des lapsus d'hommes politiques, mais là, vous, c'était particulier. On s'est demandé si c'était pas aussi autour de la question du mensonge, parce que vous dites je me suis trompé, etc. Mais en même temps, ça peut passer pour un mensonge. On peut se dire, il nous dit qu'il a vu le débarquement, c'est faux, il ment, non? Bon, écoutez, franchement, on pouvait mentir sur quelque chose dont, de façon d'évidence, vous ne l'avez pas vécu. Non, donc vous ne l'interprétez pas ça comme ça? Ah non, non, je n'ai même pas pensé à ça un instant. Qu'on puisse se dire, voilà, il y a un moment de faiblesse, machin, regardez, c'est la preuve que ceci ou cela. Bon, bon voilà. Mais du coup, alors, fort de cette expérience, vous allez faire quoi? Vous allez ne plus improviser, vous allez tout écrire à l'avance, vous allez demander à quelqu'un de, je sais pas, de tout vérifier. Bon, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Vous pensez que ça n'en a pas? Ah, aucune. Non, vous êtes sûr? Pas de votre point de vue, mais du fait, mais non. Attendez, là, on est sur la superficialité des choses. Non, mais vous savez ce que c'est, des fois, la vie. Regardez François Bayrou en 2002, il donne une baffe à un enfant qui lui fait les poches, et il décolle dans les sondages. Alors, parfois... Oui, mais ça, là, honnêtement, je pense que ça... Alors, ça peut faire baisser aussi, on va se dire, non ça... Oui, peu importe. Peu importe. Peu importe. Non, je pense que c'est pas là-dessus que les Français jugent de la crédibilité de vos propositions politiques. Très bien, eh bien, ce sera le mot de la fin. On verra en fonction de quoi ils jugeront. Merci beaucoup.
déteste voir des images. Je ne me vois, je regarde jamais sur une télévision. Ah, mais il faut s'habituer. Hein, non, je ne fais jamais. Ah bon, Je suis pas pour ça. C'est une vraie souffrance. Je suis désolée. Si j'avais su ça, j'aurais même pas fait l'émission. Je déteste me voir. Me voir ou m'entendre.